Argumentation. Groupement de texte. Numéro 3. Texte 1. Supplément au voyage de Bougainville et Diderot. Diderot est un philosophe des Lumières du XVIIIe siècle. Il a contribué beaucoup à l'élaboration de l'encyclopédie. C'est d'ailleurs quelqu'un de très engagé donc, dans tous les combats des Lumières, dont principalement le combat de l'esclavage, contre l'esclavage. Ce texte est donc un extrait de Supplément au voyage de Bougainville. Bougainville est un explorateur, navigateur du XVIIIe siècle qui a donc tenu un journal de bord lors de ses explorations et de ses découvertes des îles polynésiennes du Nouveau Monde. Diderot donc propose un supplément à ce récit tout en faisant passer de nombreux messages aux idées des Lumières. Il donne ici la parole à un vieux Tahitien et à travers ça il va critiquer la civilisation européenne. Puis s'adressant à Bougainville, il ajouta « Et toi, chef des brigands, qui t'obéissent, écarte promptement ton vaisseau de notre rive. Nous sommes innocents, nous sommes heureux. Et tu ne peux que nuire à notre bonheur. Nous suivons le pur instinct de la nature, et tu as tenté d'effacer de nos âmes son caractère. Ici, tout est à tous. Et tu nous as prêché je ne sais quelle distinction du tien et du mien. Nos filles et nos femmes nous sont communes. Tu as partagé ce privilège avec nous, et tu es venu allumer en elles des fureurs inconnues. Elles sont devenues folles dans tes bras, tu es devenu féroce entre les leurs. Elles ont commencé à se haïr, vous êtes égorgés pour elles. Et elles nous sont revenues teintes de votre sang. Nous sommes libres, et voilà ce que tu as enfoui dans nos terres, le titre de notre futur esclavage. Tu n'es ni un dieu, ni un démon. Qui es-tu donc pour faire des esclaves? Orou, toi qui entends la langue de ces hommes-là, dis-nous à tous, comme tu me l'as dit à moi-même, ce qu'ils ont écrit sur cette lame de métal. Ce pays est à nous, ce pays est à toi. Et pourquoi? Parce que tu as mis le pied. Si un Tahitien débarquait un jour sur vos côtes et qu'il grava sur une de vos pierres et sur l'écorce d'un de vos arbres, ce pays est aux habitants de Tahiti. Qu'en penserais-tu? Tu es le plus fort, et qu'est-ce que cela fait? Lorsqu'on t'a enlevé une de tes méprisables bagatelles dans ton bâtiment, dont ton bâtiment est rempli, tu t'es récrié, tu t'es vengé, et dans le même instant tu as projeté au fond de ton cœur le vol de toute une contrée. Tu n'es pas esclave, tu souffrirais plutôt la mort que de l'être, et tu veux nous asservir. Tu crois donc que le Tahitien ne sait pas défendre sa liberté et mourir? Celui dont tu veux t'emparer comme de la brute, le Tahitien est ton frère. Vous êtes deux enfants de la nature. Quel droit as-tu sur lui qu'il n'a pas sur toi? Tu es venu, nous sommes nous jetés sur ta personne? Avons-nous pillé ton vaisseau? T'avons-nous saisi et exposé aux flèches de nos ennemis? T'avons-nous associé dans nos champs au travail de nos animaux? Nous avons respecté notre image en toi. Laisse-nous nos mœurs. Elles sont plus sages et plus honnêtes que les tiennes. Nous ne voulons point troquer ce que tu appelles notre ignorance contre tes inutiles lumières. Tout ce qui est nécessaire et bon, nous le possédons. Sommes-nous dignes de mépris parce que nous n'avons pas su nous faire des besoins superflus? Lorsque nous avons faim, nous avons de quoi manger. Lorsque nous avons froid, nous avons de quoi nous vêtir. Tu es entré dans nos cas bâtis. Qui manque-t-il à ton avis? Poursuis jusqu'où tu voudras ce que tu appelles commodité de la vie, mais permets à des êtres sensés de s'arrêter lorsqu'ils n'auront à obtenir de la continuité de leurs pénibles efforts, titre des biens imaginaires. Si tu nous persuades de franchir l'étroite limite du besoin, quand finirons-nous de travailler? Quand jouirons-nous? Nous avons rendu la somme de nos fatigues annuelles et journalières la moindre qu'il était possible parce que rien ne nous paraît préférable au repos. Va dans ta contrée t'agiter, te tourmenter, tant que tu voudras. Laisse-nous reposer, ne nous entête là de tes besoins factices, ni de tes vertus chimériques. En quoi ce texte propose-t-il deux conceptions opposées de la civilisation? Nous étudions comment est fait l'éloge de la vie du Tahitien, puis comment la critique de l'Européen se met en place.
Tout d'abord, Diderot, pour appuyer son propos, fait l'éloge de la vie tahitienne et la vie au naturel. De par ici l'ouverture d'esprit du tahitien, du vieux tahitien, donc vieux ça symbolise la sagesse. De plus, il utilise le pronom personnel tu, donc qui renvoie à une proximité, à une égalité. Par la périphrase péjoratif chef des brigands, il a introduit le rapport de force dans le monde européen et brigands, le fait qu'ils soient des voleurs et qu'ils soient malhonnêtes. Qui montre effectivement que le tahitien est quelqu'un de sociable car il engage la conversation même qu'il sache que ce soit des personnes mauvaises et mal intentionnées. Il utilise deux possessifs, donc deux types de possessifs, le ton qui renvoie à l'individualisme européen et l'égoïsme. Donc par exemple on a ligne 4-5, du tien et humain, du tien. Donc l'égoïsme. De plus, donc dans cette idée-là, on a le verbe prêcher qui renvoie à la conquête et à l'évangélisation donc de la part de l'Européen. Donc le deuxième possessif c'est notre qui renvoie donc à une vie solidaire, remplie de tolérance et en communauté. Nos âmes, nous suivons. Le tahitien est complètement à l'opposé de l'européen. Le vieux ne cherche absolument pas à imposer ses idées, il va même s'ouvrir à celles des autres et c'est lui qui vient parler. Donc c'est quelqu'un de bien. Enfin, on comprend que c'est quelqu'un d'assez bien. Diderot va mettre en avant le fait que ce soit des sauvages et qu'ils soient en contact de la nature. Ligne 3, donc dès la ligne 3, on retrouve pur instinct de la nature, donc c'est du vocabulaire amélioratif, qui renvoie à un monde sans souillure, pur. Le mot instinct qui fait référence à une action spontanée et une certaine liberté. Donc tout ça, ça fait un certain parallélisme avec le mythe du bon sauvage, avec le fait qu'il y ait une nature pure, simple et voilà. Le sauvage donc. Le tahitien ne connaît pas le vice ni la violence. On nous prouve ligne 5 avec le fait que nos filles et nos femmes nous sont communes. Tu as partagé ce privilège avec nous. Donc égalité, partage, pas de rivalité. Ils ont donc aucun esprit de guerre aussi, donc ça c'est une qualité aussi. Ça on le voit à partir de la ligne 21, lorsqu'il commence l'énumération de questions rhétoriques. Donc, tu es venu, nous sommes-nous jetés sur ta personne, avons-nous pillé ton vaisseau, t'avons-nous saisi et exposé aux flèches de nos ennemis, t'avons-nous associé dans nos champs au travail de nos animaux, nous avons respecté notre image en toi. Donc ouais. De ligne 21 jusqu'à ligne 24, 25, 23. On voit donc cette notion de tolérance, d'égalité. Et donc les questions rhétoriques cherchent à faire réfléchir, que ce soit le lecteur ou l'interlocuteur dans l'histoire du coup. Donc voilà, tout ça pour faire réagir et pour faire comprendre que pas besoin d'être méchant, on va dire, pour vivre bien et tranquille et sans haine. Voilà, ils sont complètement sans haine et sans guerre. On a une autre notion qui apparaît donc chez le sauvage par l'hyperbole ligne 25. Ce qui nous est nécessaire et bon, nous le possédons. Donc c'est une notion de contentement, on assiste donc à une notion de contentement et au fait qu'il n'y ait aucune jalousie. Le parallélisme de construction ligne 27-28, je pense que vous l'avez entendu. Lorsque nous avons faim, nous avons de quoi manger. Lorsque nous avons froid, nous avons de quoi nous vêtir. Donc c'est un parallélisme de construction qui renvoie au fait qu'ils sont complètement modestes, simples au possible et que c'est par là qu'ils accèdent au bonheur. On retrouve donc une 26, 34, 31, l'esprit, le mot besoin en fait. Pareil, donc on a une répétition tout au long du texte du mot besoin et de cet esprit là du coup. Par oxymore et par ironie, il associe, Diderot associe du coup cette notion de besoin superflu, factice, étroite limite du besoin. Donc voilà,
il associe la superficielle à l'européen, donc c'est l'européen qui va chercher à introduire cette notion chez les Tahitiens, alors qu'eux ils n'en ont pas besoin, ils s'en foutent. Ce qui est besoin pour l'européen est superficiel pour le Tahitien. Et donc le sauvage va être associé à la notion de repos, de tranquillité, de contentement, de modestie et de bonheur en fait. Dans cette idée de repos, de tranquillité, on a ligne 34, donc le verbe reposer, ligne 33 au repos. On trouve cette idée-là. Toutes les valeurs positives de la vie sauvage vont par effet de miroir s'inverser. À travers ce discours, Diderot va critiquer complètement la civilisation européenne. C'est cette civilisation donc, qui va commencer à critiquer petit à petit. Et on la voit comme une civilisation hiérarchisée, donc avec un esprit de dominant-dominé. L'Européen vient en dominant, donc avec un vaisseau, un bateau de guerre, qui montre son esprit de compétition. De plus, il vient par la mer, ça on le sait par le mot rive, donc le mer et l'océan. Il arrive donc par l'océan sur une île Tahiti, donc qui représente une île exotique, isolée, rassurante, protecteur et loin de tout, donc un certain paradis perdu. On sent un esprit de compétition, de conquête en fait, de la part de l'Européen. Donc on a dans la périphrase dont on parlait en premier de chef des brillants, donc ce rapport de force, donc il est plus haut, il est plus grand. C'est une civilisation assez hiérarchisée, mais qui va instaurer énormément de violence, d'agressivité dans les autres, donc qui va amener l'agressivité. Donc cette idée d'agressivité, d'agressivité et de violence va être directement ligne 11 et 12 très présente, donc par la périphrase lame de métal. Si on la décompose, lame c'est quelque chose de coupant qui évoque une blessure, et le métal c'est une matière froide, dure, violent quoi, pas douce. Du coup on sent un certain danger dans cette lame et de violence dans le métal. Donc on va étudier un peu ligne 6, les fureurs inconnues, donc qui renvoie à la violence des Européens. C'est un euphémisme car on comprend que les Européens ont complètement violé les femmes de là-bas. De plus, le terme inconnu renvoie à une notion qui est venue avec les Européens, qui n'existait pas avant, donc qui est propre aux Européens. C'est-à-dire que clairement, ce qu'ils nous disent, c'est que le viol est complètement propre aux Européens, quoi. Donc que cette violence-là n'existe qu'en Europe. Par effet de gradation, donc on retrouve la violence, ligne 7 avec féroce qui renvoie au monde animal, avec le champ lexical donc, de cette violence dans tout le texte. Donc égorgé ligne 7, sang ligne 8, fureur donc ligne 6. Les Européens réduisent petit à petit les Tahitiens en esclavage par cette violence et cette dureté de vie en fait. On retrouve donc ces deux champs lexicaux, donc l'esclavage et la liberté opposés. On a la répétition d'esclaves, on a la présence du verbe asservir, ligne 17, et du mot esclavage, ligne 9, adjectif libre, ligne 8. C'est donc un monde européen qui est complètement associé à la violence, à la brutalité et surtout à l'esclavage. Le Tahitien va d'ailleurs comprendre ces notions venant de l'européen petit à petit au même texte. En fait, au début il va engager la conversation, puis au fur et à mesure il va se rendre compte que c'est vraiment des gens pas bien. Donc on a l'impératif à valeur d'ordre, ligne 23 avec va, ligne 28 avec poursuit, ligne 34 avec laisse-nous. Le ton change complètement au milieu du texte, les rôles s'inversent, le Tahitien devient en position de force au final. Il rejette complètement l'européen car il est associé à l'agitation et au fait de se tourmenter. On trouve donc cette idée-là, ligne 33, va dans ta contrée t'agiter, te tourmenter tant que tu voudras. En fait, l'européen
est mis en parallèle un peu avec l'enfer et le diable au final. Par effet d'antithèse, donc il y a le verbe agiter et le verbe reposer. Donc opposition entre l'agitation, la repos d'esprit et la tranquillité. Toujours dans cette idée de contentement, il va utiliser valeur superflue, qui montre encore une fois cette idée de contentement et que lui il a besoin de rien d'autre et que du coup il va rejeter petit à petit les Européens qui lui amènent que du malheur au final. Ligne 24-25, donc on assiste à de l'ironie, donc 24-25, je vais vous lire ça. Nous ne voulons point troquer ce que tu appelles notre ignorance contre tes inutiles lumières. Inutiles lumières, donc référence au philosophe des Lumières au final. Donc c'est de l'ironie, l'oxymore inutile lumière. Il montre que les Européens vivent dans l'obscurantisme, bien qu'ils soient cultivés, tout ça, ils ne savent pas en fait, ils ne savent pas le bonheur et du coup ça sert à rien de les écouter. Ils recherchent des vertus chimériques, donc chimériques, rêves, complètement impossibles. Les valeurs s'inversent, le sauvage qui est lié au bonheur, à la paix, la tranquillité et les civilisés qui représentent la barbarie, la guerre. Donc on assiste à complètement une opposition entre la nature et la culture. Pour conclure, c'est par l'intermédiaire du Tahitien que Diderot fait une critique de la société européenne. C'est un texte qui repose donc sur l'opposition nature-culture, le monde naturel renverrait soi-disant au monde sauvage et la culture renverrait soi-disant à la civilisation. Mais dans ce texte, Diderot nous montre que les valeurs s'inversent et que la soi-disant civilisation introduit plus de violence, d'esclavage, de guerre et de malheur, donc des notions barbares. À l'inverse, le monde sauvage envoie à des notions de contentement et de bonheur. Diderot a donc recours au regard de l'étranger, du vieux tahitien, pour contourner la censure donc, de son temps. Et le texte du XVIIIe siècle annonce donc des combats du XXe et du XXIe contre l'esclavage. Le combat au XVIIIe siècle va se prolonger par de nombreuses guerres coloniales au XXe et au XXIe. On peut donc associer, ouvrir, on va dire, ce texte sur les autres textes du groupement. Donc de Godet, de son négrier de Godet, et un barrage contre le Pacifique de Duras, ou encore en lecture d'images sur le colon sur un pouce-pouce, donc tiré par... Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura encore une fois aidé, j'espère que c'est très important pour moi, que ça ne serve pas à rien. J'espère qu'il était bien expliqué, je l'ai pas beaucoup travaillé parce que j'ai travaillé l'autre avant. Du coup, je l'ai juste relu un peu. Ça fait un peu moins longtemps qu'on l'a travaillé en cours, donc ça va. J'espère que ça sera suffisant, que vous... Voilà. Et si vous avez toujours des questions en commentaire, mettez un petit pouce bleu pour me dire nickel, c'est bien. Voilà. Allez, je vous retrouve pour une prochaine fois. Bye bye.